Bonjour, bonsoir, je m'appelle Morgane Beauvais et dans la vie, je suis sexothérapeute. Sur cette chaîne, je parle des sexualités, des pratiques alternatives, des fétiches en tout genre et des orientations romantiques et sexuelles. Les personnes interviewées mettent leur intimité à nu à travers des témoignages uniques et sans tabou. Vous écoutez Cinéden Sublime, le podcast des sexualités, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Comme vous, M est une personne, son cœur bat, et elle donne vie à ses idées, et elle se bat, et elle rend visible ce qu'on ne montre pas toujours, et elle est amputée de la jambe gauche, et elle a accepté de nous partager un bout de son histoire, de son regard, de ses ressentis, de sa vie en tant que personne en situation de handicap, et surtout, et elle a accepté de répondre à mes questions sur sa vie intime et sexuelle. Je vous souhaite une bonne écoute. M, merci d'être ici. Peux-tu te présenter, s'il te plaît, à nos chères auditrices ? Je m'appelle M, mes pronoms sont Yel et Elle. Voilà, je n'ai pas de préférence, c'est au choix. Et je suis actuellement, du coup, étudiante. J'espère rentrer en master l'année prochaine. Alors, afin que l'on comprenne un peu mieux la suite de ce podcast et les questions que je vais te poser, peux-tu nous parler un peu de ton histoire et nous expliquer pourquoi tu es là aujourd'hui ? On a commencé à voir que j'avais peut-être une différence au niveau des deux jambes à l'âge de 2 ans. Et en fait, petit à petit, j'ai une jambe qui a commencé à vraiment se dégrader. J'ai eu des malformations au niveau du genou, au niveau de la cheville. Je me suis tout de suite fait opérer dans les alentours de 2 ans et demi, puis 3 ans et demi, puis 5 ans, puis 6 ans, puis 8 ans. J'ai décidé en fait à l'âge de 12 ans que c'était trop, que ça servait à rien d'essayer de charcuter cette jambe qui au final faisait que s'aggraver. Donc à 12 ans, je leur ai dit en fait clairement, je sais que vous ne savez pas quoi faire, donc amputez la jambe, ça ne sert à rien de la garder. Mes parents ont mis 2 ans avant de l'accepter. Au final, à 14 ans, je me suis fait amputer. Et depuis, certes, j'ai d'autres soucis de santé, que ce soit psychologique ou moteur, en fait, puisque ma jambe droite s'y met également, mon système veineux et compagnie. Mais au moins, je sais que j'ai pris une grosse décision, mais une bonne décision. Aujourd'hui, je suis bien plus autonome grâce à cette amputation. Aujourd'hui, tu es très active sur les réseaux sociaux. Tu as un compte qui s'intitule « Qu'est-ce qu'on en dit ?» Qu'est-ce que tu y fais sur ce compte ? Qu'est-ce que tu y dis ? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors du coup, sur mon Instagram, au début, j'avais vraiment cette envie d'être très régulière, d'avoir des thèmes très précis. Et puis en fait, je me suis rendu compte que ça servait à rien de me mettre une pression et un côté très robotique du « je dois faire ceci, je dois faire cela ». En fait, maintenant, je vois un petit peu les thèmes qui arrivent dans ma vie, comme le dernier post que j'ai posé sur le productivisme, qui vient en fait d'1 mois et demi de concours où je me suis pratiquement mise en danger à ignorer ma santé mentale. Et en sortant de ces 1 mois et demi, je me suis dit, voilà, c'est important pour moi de faire un post où juste j'écris qu'est-ce qui me vient en tête là maintenant tout de suite sur comment je me sens et comment est-ce que j'ai vécu ces 1 mois et demi, sachant que je sais que je me suis un peu malmenée. Voilà, donc maintenant je suis beaucoup plus dans je vois ce qui se passe au jour le jour et s'il y a des choses importantes où je me dis il faut que j'en parle, je le fais. Et je vous invite vraiment à aller voir son compte. Tout sera bien évidemment en description. Tu y parles de toi, de ce que tu y vis, avec une analyse des choses que je trouve très intéressante. Avec tes mots, peux-tu me définir ce qu'est un handicap ? Alors, il y a la définition classique qui dit qu'un handicap est un obstacle en fait à la vie quotidienne, quel qu'il soit, que ce soit en effet mental, psychique, moteur, peu importe. Moi, en effet, je confirme un petit peu cette version le handicap n'a pas forcément un visuel très précis. Ce n'est pas forcément quelque chose de physique. C'est en effet tout ce qui peut rendre la vie un petit peu plus difficile à faire. On n'est pas 100% à l'aise face à quelque chose. Ça peut être juste sortir de chez soi.
ça peut représenter un obstacle et donc un handicap. Je pense qu'on va être amené à parler du validisme. Alors peux-tu définir ce terme avec tes mots afin que celles et ceux qui nous écoutent puissent avoir une compréhension claire des terminologies qui vont être nommées dans ce podcast ? Alors le validisme, pareil, je vais faire un petit peu définition classique et puis ma définition à moi. Le validisme, c'est tous les clichés, les préjugés, les jugements de valeur et la hiérarchisation humaine qu'on peut faire à quelqu'un qui a un handicap. Moi, dans ma définition, je prends en effet toute cette définition classique-là. Je vais juste rajouter que c'est surtout un jugement des obstacles qu'on peut avoir. Par exemple, moi, mon obstacle, c'est ne pas aller à la plage. Et quelqu'un de validiste va me dire bah si, tu vas à la plage, et si tu viens pas à la plage, bah tu restes à la maison, puis nous, on y va sans toi. Ça, par exemple, c'est une forme de validisme. C'est un jugement sur mes limites. C'est un non-respect des limites qu'impose chaque handicap, parce que chaque handicap a ses limites. Et juste le non-respect, que ce soit du plus violent au plus banalisé, est une forme de validisme. De quelle manière on peut contrer le validisme selon toi ? Je pense que pour moi, le validisme, déjà, vient du fait qu'on voit chez une personne qui a un handicap l'inefficacité. De la même manière qu'on le voit chez une personne âgée qui est ralliée à la mort. En fait, une personne handi, on la voit comme presque morte et donc inefficace pour la société. Pour moi, le validisme, contrer le validisme dans sa meilleure manière, c'est accepter que les personnes handies ont des qualités, sont productives, mais juste pas de la même manière. Alors, en tant que personne en situation de handicap, quelles sont les difficultés que tu peux rencontrer dans ta vie au quotidien ? Là, déjà, tu nous as donné un exemple. Et puis, en tant que sexothérapeute, j'ai envie de te poser aussi cette question dans ton intimité. Quelles sont les difficultés que tu rencontres ? Alors, de manière du coup très personnelle, donc par rapport à mon handicap, moi, mes obstacles actuellement, l'obstacle principal que j'ai actuellement, c'est mon poids. C'est-à-dire que j'ai un poids très variable. Je suis très maigre, hein, je fais entre 43 et 42 kilos. 43 et 45 kilos, pardon. Et la moindre baisse ou prise de poids est dangereuse puisque une prothèse ne s'adapte pas. Une prothèse est en carbone, ça ne bouge pas. Alors que vos graisses dans votre corps se dispatchent différemment à chaque fois que vous prenez ou vous perdez du poids. Ce qui fait que si je prends 1 kilo dans mon moignon, c'est comme si vous preniez d'un coup 2 tailles dans une chaussure qui, elle, ne bouge pas. Donc, il peut y avoir des complications. Et voilà, si je prends du poids, mon moignon devient violet parce que ça fait un effet suçon. Et là, ça fait assez mal. Et à l'inverse, si je perds du poids, je plonge au fond de la prothèse, ce qu'il ne faut pas. Donc, l'os frappe au bout du moignon. Et là, par contre, il m'est arrivé que ça ait réveillé 3-4 tumeurs que j'ai au bout du moignon qui, d'un coup, ont pop-up comme ça, gratuitement. Et dans les 2 cas, j'ai, après, interdiction de marcher pendant 1 mois. Donc, je dois faire très attention à ces variations de poids. En plus, je suis quelqu'un qui perd 1 à 2 kilos si je saute juste un repas. Donc, il suffit que, par exemple, ayant aussi des troubles psychologiques, il suffit que j'ai de l'anxiété, il suffit que j'ai une journée où je suis vraiment pas bien, forcément, je vais avoir l'appétit coupé. Et là, c'est un petit peu un combat, en fait, poids et santé mentale qu'il faut que je règle tous les jours et qui est franchement ce qui me prend le plus de temps aujourd'hui, en plus de mon risque de phlébite qui est très accru en ce moment. Donc voilà, je suis à 3-4 cailloux actuellement dans mes veines, voilà, qui se baladent et puis qui ne veulent pas partir. Eux, voilà, c'est confinement dans mes veines depuis 2 mois. Donc voilà, je suis plus trop autour de mon amputation, c'est autour des conséquences que ça a fait sur mon corps et autour de la progressivité de ma maladie qui, elle, ne s'arrête pas. Pour parler du coup de l'intimité, déjà moi, ce qui est primordial à chaque fois que j'ai un ou une partenaire, il est primordial pour moi d'avoir une conversation avant, d'être sûre que je m'adresse à une personne qui va écouter mes limites et qui va comprendre
les adaptations que ça engendre. C'est un petit peu comme quelqu'un que j'auditionne. Même si la personne me plaît, m'attire et que j'ai envie d'aller plus loin, je vais avoir cette barrière-là, 1, 2, 3, cette barrière-là, de me dire attention. C'est pas parce que cette personne a l'air gentille qu'elle est capable de s'adapter en toutes circonstances. Souvent, dans le feu de l'action, même si j'aime pas ce mot, il y a des gens qui oublient de s'adapter et qui pensent qu'on fait comme si de rien n'était. Non. Moi, mes obstacles, ça va être des douleurs, tout simplement parce que ma maladie est une maladie aussi inflammatoire. Tout ce qui touche au sang est inflammé. Ça veut dire que j'ai un utérus qui peut facilement s'inflammer. Pendant une période de règles, mais aussi en dehors. Ce qui veut dire qu'il y a des positions qui ne sont pas faisables ou qui sont faisables d'abord avec un moment de douceur avant de peut-être aller plus vite si l'envie m'en prend. Mais il y a un besoin de communication pendant des moments intimes qui est primordial. Voilà, moi, on ne peut pas me demander de faire, de rester debout trop longtemps. C'est pas possible. Surtout que, très honnêtement, dans un moment d'intimité, j'enlève ma prothèse. Donc, je ne vais pas tenir sur une jambe pendant 2 heures. Voilà. Donc, ça va être aussi prendre un coussin. De la même manière que quelqu'un qui s'agenouille par terre sur du carrelage, ce n'est pas hyper agréable. Moi, ça va être pareil, mais pour le moignon, il va y avoir un coussin que je vais mettre en dessous. C'est des moments que des gens peuvent considérer gênants. Encore une fois, je n'aime pas ce terme, mais de la même manière que quelqu'un qui prend 2 secondes pour mettre un préservatif, on peut prendre 2 secondes pour dire est-ce que ça va, est-ce que je continue, est-ce que tu as mal, est-ce que cette position te convient, est-ce que cette position ne te convient pas. C'est énormément de discussion et d'adaptation. Voilà. Et puis sinon, il y a énormément de personnes qui me disent non, mais tu peux pas. Ah si, je peux. Évidemment que je peux. C'est juste que c'est pas forcément exactement la même chose que ton imaginaire. Au contraire, je vais même te dire, tu as plus de place parce qu'avec une jambe en moins, tu peux t'étaler comme tu veux. Donc il y a des positifs et des négatifs. Voilà. Et merci de le préciser. Effectivement, la communication, c'est vraiment le cœur de toute chose et l'écoute fait partie de la communication. La communication, l'écoute, l'accueil, l'adaptabilité sont des choses qui devraient être intégrées et appliquées. Et surtout, merci de pouvoir aussi le partager à travers ton regard et ton expérience comme tu le fais là. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu penses de la représentation des corps des personnes en situation de handicap dans les médias ? Je pense qu'elle est mal faite. Très honnêtement, elle est mal faite. Je vais diviser cette question en 2, si tu me le permets. Je vais d'abord parler de la représentation en format dessiné, que ce soit vraiment en dessin au crayon, en images faites sur tablette, etc. Vraiment dans le terme illustratif. C'est une catastrophe. Très honnêtement, tout simplement pourquoi il y a uniquement 3 handicaps qui sont représentés lorsqu'on dit à quelqu'un dessine-moi un handicap. Ça va être 1, le fauteuil roulant. Très souvent des fauteuils roulants qui sont très mal dessinés. Parce qu'il faut savoir que les fauteuils roulants, c'est pas ce qu'on croit. C'est pas toujours avec des poignées derrière, c'est pas toujours avec des immenses roues, c'est pas toujours avec des roues très droites d'ailleurs, c'est pas toujours sans socle pour les pieds. Il y a énormément de choses à comprendre et d'ailleurs très souvent c'est un fauteuil manuel qui est représenté et pas un fauteuil roulant électrique. En 2, il y a la prothèse. Très souvent c'est une prothèse pour amputer tibio, donc en dessous du genou. Ou alors des fois c'est hyper mal représenté, genre coupé en plein milieu du genou. Apparemment on peut couper une rotule en 2. Et ça va être une tige. Qui a déjà vu une prothèse en forme de tige s'il vous plaît. J'en ai vu énormément, des prothèses très mal représentées. Et enfin, ça va être une personne avec une canne. Voilà, pas une béquille, une canne. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais ça va être une canne. Quand on dit à quelqu'un de dessiner un handicap, c'est majoritairement ces 3-là, et qui en plus sont mal faits. Ce qui m'horripile, et d'ailleurs j'ai fait une story, peut-être qu'il faut que je la remette à la une d'ailleurs, où j'en parle. Elle est à la une, je dis des bêtises, elle est à la une.
C'est ça, où je montre des dessins de prothèses très mal faits et où je montre après des dessins que j'ai fait moi-même, où j'ai dit voilà ce que c'est qu'une prothèse pour personnes amputées tibiaux et une personne pour personnes amputées fémoraux. Le fémur et le tibia, donc au-dessus de la cheville et au-dessus du genou. C'est des prothèses qui sont extrêmement différentes. C'est très important de savoir bien les représenter. Il y a énormément de personnes en fauteuil roulant qui font aussi ça. Je mettrai aussi peut-être des sources, je pense que j'alimenterai un petit peu mieux cette story à la une, où on parle du fait de dessiner des fauteuils roulants d'une meilleure manière. Voilà. Maintenant, pour parler des médias, on va dire plus autour de la photographie, là, pareil, ça va être un petit peu près toujours les mêmes personnes. Personnes en fauteuil roulant, autisme ou trisomie 21, souvent, il faut que ce soit visible. Il faut qu'au premier coup d'œil, tout le monde puisse dire que cette personne est trisomique 21. J'appelle ça du tokenisme. Ça veut dire dire regardez, on est inclusif, on met un handi devant tout le monde pour dire qu'on est inclusif. Sauf que c'est toujours les mêmes handicaps. En fauteuil roulant, avec une prothèse très souvent tibiale. Je ne sais pas si ça compte comme un média, mais je vais pointer une émission de danse particulièrement où on s'est amusé à dire « Oh, on fait danser les handicapés » alors que c'est une personne qui est amputée tibiale. Donc c'est très facile de danser quand on a juste une cheville qui ne change pas d'angle. Malgré tout, c'est beaucoup plus facile que faire danser une personne qui a un handicap moteur plus lourd. Mais voilà, dans les médias, c'est toujours les mêmes. Et la plupart du temps, soit mal représentés, soit pour dire regardez, on est inclusif. Je vais pointer du doigt notamment Victoria's Secret et la dernière modèle qu'ils ont affiché partout en disant regardez, c'est une personne trisomique 21, on l'a acceptée en tant que modèle, on est des gens bien. Non, c'est normal. Et encore, parce que même si c'est une personne trisomique 21, vous l'avez quand même énormément sexualisée. Donc bon, voilà, je pense qu'il y a tout à refaire concernant la représentation des handicaps dans les médias. Bon bah, ça tombe bien, tu me tends la perche pour la prochaine question. Donc, tu souhaites que la représentation des handicaps soit plus réaliste et moins spécifique à 2-3 handicaps qui peuvent sembler évidents à l'œil nu, ou en tout cas, tu souhaites qu'il y ait une véritable inclusivité, une vraie diversité et une véritable pluralité de ces représentations des handicaps dans les médias. C'est bien ça ? Je vais même prendre, je pense, une métaphore un petit peu classique, un petit peu basique, mais finalement qui est extrêmement représentative. J'aimerais qu'on choisisse des modèles handicapés de la même manière qu'on choisit un modèle blond ou blanc, enfin un blond ou brun. Je veux dire, quand on choisit un modèle, la couleur de ses cheveux n'est pas toujours en premier lieu. Parfois oui, parfois non. J'aimerais que ce soit pareil pour le handicap. Qu'on choisisse une modèle qui soit blonde ou une modèle qui soit brune, je veux que ce soit la même chose, que ce soit une modèle qui soit valide ou une modèle qui soit non valide. Qu'on ne choisisse pas une personne handi pour remplir son quota, mais tout simplement parce que c'est un être humain. Oui. Tout à fait. Exactement. Et parfois, je suis d'accord par contre que parfois il y a un message. Parfois il y a, par exemple, montrer que la mode pour les personnes en fauteuil roulant, c'est important, que c'est pas parce qu'on est en fauteuil roulant qu'on s'habille mal. Ça soyons d'accord, c'est totalement OK. Mais n'en faisons pas un événement. Regardez, on met des personnes en fauteuil roulant qui s'habillent très bien. Regardez, s'habillent très bien. Il n'y a pas besoin d'en faire presque quelque chose d'hypocrite. Non, ne pas en faire quelque chose pour vendre, mais juste quelque chose de normal. Totalement normal. Vraiment comme... voilà, on a l'impression que c'en est presque un cheveu sur la soupe. Oh, regardez, il y a un cheveu dans la soupe. Hein. Ah, ben on va dire que c'est normal qu'il y ait un cheveu sur la soupe. Non, pas besoin d'en faire un truc comme ça. Enfin, en plus, ça ne fait que mettre en valeur le fait que le handicap n'est pas normal. Non, c'est totalement validiste de faire ça, en fait. C'est vrai que jusqu'alors, la représentation des personnes en situation de handicap a toujours été invisibilisée et malheureusement c'est encore le cas. Alors évidemment je n'excuse en rien ce qui s'y passe, mais je pense qu'il va falloir encore malheureusement un peu de temps pour que les médias et toutes les personnes telles qu'elles soient puissent prendre en considération que les personnes en situation de handicap sont des humains avant tout.
Et effectivement, ce n'est pas parce qu'une personne en situation de handicap mise en avant dans un média doit systématiquement être prise en pitié ou alors hypersexualisée. Alors justement, toi, est-ce que tu as déjà été sexualisée en tant que personne handi ? Et si oui, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, j'ai beaucoup plus été éloignée d'une probable sexualité que hypersexualisée. Ça m'arrive très peu d'être hypersexualisée. C'est-à-dire que si je suis hypersexualisée, c'est parce que je suis une personne perçue comme femme et surtout qui vit en dehors un maximum des clichés patriarcaux. Voilà, je vais en boîte de nuit, je danse, je mets des jupes courtes, je bois, j'en ai rien à péter, qu'on ait un jugement là-dessus. Et si je suis hypersexualisée, c'est par rapport à ça la plupart du temps. Au contraire, quand les gens apprennent que j'ai un handicap, c'est tout de suite, je ne veux pas te faire mal. Si je te dis de me faire mal, c'est peut-être que j'en ai envie. Et de deux, si peut-être tu me fais mal, peut-être arrête. Voilà. Il y a ce truc au contraire de croire que je suis un morceau de sucre. Ce qui arrive à énormément d'handis. Il y a des fois, on nous regarde comme... de la même manière en fait que des personnes âgées, encore une fois, comme si les personnes âgées n'avaient pas de vie sexuelle parce que ah non, ça doit leur faire mal, peut-être que ça va les blesser. Non, non. Encore une fois, de la même manière qu'une personne valide, on a on a une libido. Parfois, on n'en a pas, on a envie, on n'a pas envie. Il y a des moments longs où on a envie, il y a des moments longs où on n'a pas envie, il y a des moments courts où on a envie, il y a des moments courts où on n'a pas envie. Le handicap n'agit pas sur la libido. La libido est propre à elle-même. Et juste, notre manière de vivre notre sexualité et notre intimité, encore une fois, convient à une question d'adaptation. Et en fait, les valides, ils n'arrivent pas à comprendre que l'adaptation peut aussi être sexy. Pour eux, l'adaptation, c'est forcément quelque chose de gênant, quelque chose qui va prendre du temps, quelque chose qui va abaisser le plaisir. Pas du tout. Et ça, encore une fois, je trouve que c'est tellement peu représenté dans les médias ou même dans les séries plus globalement, que ce soit dans les films, les séries, peu importe, dans les courts-métrages, dans tout ce que tu veux, on ne voit jamais. C'est-à-dire que, voilà, on va citer 50 nuances de Grey, on voit la pratique telle qu'elle est. Par contre, on ne verra jamais une personne handi dans un film avoir la même pratique. On va très souvent silencer ça. Donc on va couper au moment où il ferme la porte et on va laisser l'imaginaire. Sauf que si on ne sait pas, comment voulez-vous qu'on imagine ? C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ne savent pas comment faire et que même des handis eux-mêmes ne savent pas toujours comment faire pour leur première fois. Et c'est comme ça que les violences arrivent aussi. Merci d'en parler. C'est vrai que les handicaps et les sexualités, ça reste très tabou, tout comme la sexualité des personnes âgées que tu citais tout à l'heure. C'est justement l'objectif de ce podcast, pouvoir désacraliser tout ça et je suis contente que tu sois là pour le travail que tu fais et pour ce témoignage que tu acceptes de nous partager qui est unique. Donc merci vraiment, merci pour ça. Alors, on a discuté en privé et puis, comme on peut le voir sur ton compte Instagram, tu m'as parlé un peu de la fétichisation dans ce cadre, justement. La fétichisation, pour rappel, c'est la focalisation, l'objectisation d'une partie du corps ou d'un objet bien spécifique. Par exemple, j'avais fait un podcast sur le fétiche des pieds dans ce contexte. Ce sont toutes les personnes qui vont avoir un désir, un amour, une attirance spécifiquement et uniquement pour le pied, à en oublier l'être humain qu'il y a avec ce pied. Donc les personnes en situation de handicap sont victimes de fétichisation. Et est-ce que toi, c'est ton cas ? Et si oui, peux-tu m'en parler un peu et me dire comment ça se passe, comment ça se manifeste, comment tu le vis et surtout comment tu gères ça ? J'ai pas été confrontée très régulièrement à l'acrotomophilie, donc la fétichisation du moignon en particulier, tout simplement parce que l'acrotomophilie est extrêmement présente dans les milieux gays. Voilà, c'est quelque chose d'hyper présent. On en vient très souvent, je cite ce que des amis hommes m'ont dit très clairement, c'est avoir des propositions d'être payé pour avoir une relation sexuelle, non pas avec la personne, mais avec le moignon. Et c'est très souvent des rapports gays, homosexuels. Ce ne sont très rarement des rapports hétéros. Voilà, ou du moins hétéros.
phallo-normé, utérus normé, etc. J'ai pas le mot exact, mais voilà, c'est très souvent voilà, anus moignon, très souvent. Voilà, c'est très très peu en lien avec le vagin. Ce qui, sinon, quand ça concerne du moins une personne avec un utérus, ça va plus être quelqu'un qui veut se masturber en disant envoie-moi une photo de ton moignon. À quoi ressemble ton moignon? À quoi tu ressembles sans ta prothèse? Est-ce qu'on peut te voir en maillot de bain sans ta prothèse, etc. Ça va être un besoin de voir le moignon. Comme si, souvent, 1, 2, 3, j'en ai parlé dans ma story à la une, il y a ce besoin de voir la cicatrice comme quelque chose de tellement grave que ça en devient quelque chose qui sexualise. C'est pas forcément toujours le moignon qui est sexualisé, parfois c'est ce que ça représente. Ça représente le gore, le trash, l'accident, le sang, ça représente aussi, selon eux, hein, je dis bien selon eux, le courage. Donc ça représente une forme de « waouh, cette personne est une guerrière ». Et le moignon sacralise à 100% l'objet comme une épée. Quoi, c'est vraiment waouh, le moignon, la cicatrice. En plus, encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on voit partout. On ne voit pas des cicatrices de moignon traîner sur les médias absolument partout. Donc dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément très visible au quotidien, ça devient quelque chose qui peut être sexualisé. Donc moi, ça ne m'atteint pas énormément. Pourquoi? Parce que, on va pas se mentir, j'en ai pas eu régulièrement dans ma vie, et dès que j'en ai eu, c'était sur les réseaux sociaux, et en 1 seconde 30, les personnes étaient bloquées. Par contre, la fois où ça m'a vraiment atteint, et on en parlait du coup tout à l'heure en privé, c'est quand je vois des comptes Instagram entiers qui se font passer pour des agences de mannequins, qui ont des sites entiers pour dire « nous recrutons des personnes femmes », hein, très souvent d'ailleurs femmes, 100% femmes, où on met en avant leur moignon. On ne voit quasiment pas leur visage, c'est juste leur moignon au premier plan, avec la cicatrice, que la cicatrice soit fraîche ou que la cicatrice soit cicatrisée. Et encore, hein, plus elle est fraîche et plus elle paraît cabossée, creusée, donc considérée comme pas hyper jolie, plus ça veut dire qu'il y a eu quelque chose de très grave. Donc plus ça les intéresse. Et c'est là que ça m'énerve, parce que la plupart du temps, en plus, c'est des photos volées. Et il y a des personnes qui tombent dans le panneau et qui envoient des photos et qui, au final, le regrettent en se disant « mais je suis affichée comme un morceau de viande ». Pas... Voilà, moi, j'ai eu l'occasion de faire un shooting photo avec une marque de lingerie qui a beaucoup plus respecté la mise en avant de mon handicap, où je décidais des poses, je décidais de la manière dont je mettais en avant mon handicap ou non, et ça m'a vraiment permis de me dire, est-ce que je veux que ce soit le truc le plus visible? Il y a des photos, oui, il y a des photos, non. Et j'ai choisi lesquelles je voulais mettre en avant. Alors que dans ces sites-là, dans ces comptes Instagram-là, c'est 100% moignon objet. Moi, j'appelle ça de la curiosité morbide. Et c'est là où ça commence à m'énerver au point où je peux devenir agressive. Des comportements déshumanisants, ouais. La sexualité des personnes en situation de handicap est très taboue. Elle est d'ailleurs souvent considérée comme inexistante. Qu'est-ce que toi tu en penses et pourquoi ce sujet est encore aussi tabou, selon toi? Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'historique. Il faut se renseigner vraiment sur l'histoire du handicap et de la manière dont il est perçu. J'en profite pour faire un point historique, pour rappeler qu'il y a eu un génocide des personnes handies, avec 700 000 personnes handies tuées dans les camps juifs. Voilà, donc il n'y avait pas besoin d'être juif, juste être handi, et on était considéré comme une erreur de la nature et qu'il fallait être éradiqué. Aujourd'hui, on a la possibilité de savoir dans le ventre de la maman une grande majorité de handicap. Pourquoi? Pour proposer l'avortement juste ensuite. C'est historiquement, le handicap est vu comme une erreur, comme quelque chose qu'il ne faut pas, à qui il ne faut pas donner une chance. En fait, on voit le handicap 100% entouré de malheur, parce que dans la représentation du handicap de manière orale, donc de manière parlée, on ne voit que du malheur.
il n'est parlé que de malheur autour du handicap. Le malheur des familles, le malheur des enfants, le malheur des conjoints, le malheur des enfants de la personne handicapée, etc. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on imagine tellement de malheurs sur le handicap qu'on ne puisse pas imaginer les moments de bonheur. On ne sait pas à quoi ressemblent des moments de bonheur concernant des personnes handicapées. J'en ai fait tout mon dossier de concours et je pense le rendre public, mais il va falloir que j'anonymise énormément de personnes que j'ai interrogées, etc. Mais il va falloir historiquement montrer une part de bonheur. Alors évidemment, il ne faut pas dire que le handicap est 100% du bonheur, mais au moins contrebalancer toute cette idée qu'il n'y a que du malheur et que du coup, le plaisir n'existe pas, qu'il soit solitaire ou qu'il soit avec plusieurs partenaires. On n'arrive pas à voir le plaisir que peut avoir une personne en situation de handicap. Et c'est ce qu'il faut montrer aujourd'hui, je pense. Quels conseils tu peux donner aux personnes qui se reconnaissent dans ton histoire, à tes adelphes handi? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Le message principal que je veux faire passer, c'est qu'on vit dans une société validiste, productiviste, psychophobe. S'en détacher à 100% est quasiment impossible. Pourquoi ? Parce qu'on est formaté de la même manière que lorsqu'on est une femme, c'est très compliqué de ne pas avoir des comportements misogynes. On a beau savoir, essayer de déconstruire tout ça, il n'existe pas une femme qui est à 100% aujourd'hui détachée du patriarcat. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas forcément à quoi ressemble une société sans patriarcat. Donc, on peut essayer de s'en détacher un maximum. Il y aura toujours très profondément des petits points qu'on ne sait pas. En plus, il faut apprendre, il faut avoir un accès à la culture, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde. Eh bien, de la même manière que pour le validisme, c'est très difficile d'en sortir. C'est très difficile de ne pas être victime de discrimination. Et on a cette tendance, quand on est handi, de bloquer absolument toute connexion avec un maximum de gens parce qu'on a peur, on est effrayé. Moi, ce que je veux dire, c'est OK. Vous avez le droit d'avoir peur, vous avez le droit d'avoir des moments de biais validistes envers vous-même ou purée, qu'est-ce que ce serait plus simple si on oubliait nos handicaps. Moi, je veux pas qu'on culpabilise. Arrêtons de culpabiliser sur nos handicaps, d'en faire quelque chose de pas bien. Pourquoi est-ce que sur les autres, on l'accepte, mais sur nous, on l'accepte pas ? C'est ça que je veux changer un maximum. Accepter, dire oui, j'ai un handicap. Non, ce n'est pas un défaut. En faire quelque chose de public ou non, ça c'est autre chose. Mais au moins se dire dans sa tête, je suis handicapée, sans que ça provoque un sentiment de gênance, de honte, de quelque chose qu'on n'aime pas, de désagréable. Je suis handi, point. On le dit haut et fort ou on le garde pour soi, peu importe, tant qu'il n'y a pas de gêne et de malheur autour de ce mot. A contrario, qu'est-ce que tu peux dire aux personnes valides qui rencontrent une personne en situation de handicap dans l'intimité ? Tout à l'heure, tu nous as donné des réponses. Je pense aux alliés notamment. Quels tips tu pourrais donner pour éviter des maladresses ou bien créer possiblement des violences faites aux personnes handies ? Moi déjà, le premier message que je veux passer est un message aux personnes qui se disent alliées, mais qui en fait sont handis. La plupart du temps, il y a des gens qui me disent « Non, mais moi, j'ai juste ceci, j'ai juste cela. Je me considère pas handi parce que j'ai que cette maladie-là ou que ce handicap-là. » Vous êtes handi. Il n'y a pas de hiérarchisation de la souffrance qu'engendre un handicap. Vous avez un handicap, qu'il vous fasse souffrir ou qu'il ne vous fasse pas souffrir, c'est un handicap. Il n'y a pas de... il n'y a pas de check-up d'entrée pour dire alors toi tu as quoi ? Tu as ceci, tu as cela ? Non, tu es un petit peu handi, mais pas trop. On est handi. Il y a beaucoup de gens qui me disent moi je suis alliée à la cause parce que je m'y reconnais un petit peu, mais pas trop. Bienvenue, tu as ta place avec nous dans ce système anti-validisme qu'on essaye d'atteindre et sur lequel on milite. Ça, c'est le premier truc. Il y a beaucoup d'handis qui se disent alliés et qui sont handis. Et en fait, il y a une majorité de personnes qui sont handis.
sans même le savoir. Je veux dire, une personne qui a une grande myopie et qui, aujourd'hui, des lunettes ne suffisent pas forcément, est handi. Une personne qui a une forte myopie, qui n'a pas le droit de conduire parce qu'elle est myope, est une personne handi. Et ça si on commence à comptabiliser dans la communauté handi tous ces gens, et ben finalement, on se rendra compte qu'il y a beaucoup plus d'handi qu'il y a de valides. Et peut-être que là, on pourra commencer à avancer, mais sur tous les sujets possibles et inimaginables, puisque la communauté ne sera pas que composée de personnes avec des handicaps considérés comme lourds. Voilà, moi c'est vraiment dans l'unité que je veux passer ce message-là. Ensuite, pour les personnes, même si encore une fois, j'estime qu'il y a très très peu de 100% valides qui n'ont jamais connu de handicap et qui n'en connaîtront jamais de leur vie. Voilà. Pour ces personnes-là, ou du moins pour les personnes qui ont un handicap, qui est différent de leur partenaire. Encore une fois, la solution, c'est écouter et poser la question. Pour moi, c'est une question, mais c'est le Graal, cette question. Quelles sont tes limites? Comment veux-tu que je m'adapte? Si tous les valides pouvaient me poser cette question à chaque fois que j'avais un problème, alléluia. Donc, d'abord, comment est-ce que je peux m'adapter? Quelles sont tes limites? Et en deuxième, si on vous met des limites, si on vous pose des limites, les accepter. Parce qu'il y a des gens qui me posent la question, en effet, quelles sont tes limites? Et puis après, quand je leur dis je vais pas à la plage, ils me disent ok, on y va sans toi. Je pointe cet élément très précis parce qu'il m'a bien marqué, j'ai fait une réaction allergique, ma jambe est devenue fuchsia. Accepter, s'adapter, considérer des limites, c'est primordial et c'est pas du tout assez fait. Et dernier point, il y a parfois des personnes handies qui vont répondre je ne sais pas, je ne connais pas mes limites. Parce que je passe plus de temps à faire semblant qu'il n'y en ait pas. Si une personne handi vous répond ça, passez du temps avec la personne à lui dire « Avec moi, tu as le droit de me poser tes limites. Avec moi, tu as le droit de me dire « Je suis fatiguée, je veux arrêter, je ne veux plus faire ceci, je veux rentrer, je veux dormir. » Acceptez le « je veux ». Ma limite, c'est... Voilà, et ça passe aussi par des valides qui disent « j'accepte ta limite ». Peut-être que tu ne la connais pas là, maintenant, tout de suite, mais si un jour il te vient en tête de dire « ah là, je me sens pas bien », avec moi, tu es en sécurité pour le dire. Il y a le dire, il y a le faire. Hein. C'est-à-dire que si une personne vous dit « je veux rentrer », vous rentrez. Voilà, c'est... hyper important pour moi aussi de rappeler qu'il y a des handis qui disent ne pas avoir de limites. J'ai dit pendant des années que je n'avais pas de limites. Je me suis retrouvée à passer l'aspirateur, mais un aspirateur affreux, à ras du sol, dans tout un restaurant, à avoir des mal de dos et à devoir être obligée de démissionner parce qu'on m'a dit « oui, non, mais t'avais dit que t'avais pas de limites, donc en fait, là, tu mens. » Accepter que les limites changent aussi. Les limites changent, les limites évoluent, les limites grandissent, parfois de manière temporaire, parfois de manière définitive. C'est pas grave. On fait avec. On ne fait pas semblant de ne pas avoir de limites. Les limites et le consentement aussi. Évidemment, oui, bien sûr, je mets dedans. Dans tous les cas, c'est ce que tu disais. Si on devait le résumer, respecter le consentement de chacune et les limites des personnes concernées. Et apprendre aussi, c'est quoi notre consentement? Il y a de nombre d'années où je me suis pas demandé, mais en fait, c'est quoi mon consentement? Moi, je sais c'est quoi le consentement, c'est dire oui, dire non. Mais en fait, c'est quoi le mien? C'est quoi mon oui? C'est quoi mon non? Quand est-ce que j'ai envie de dire oui? Quand est-ce que j'ai envie de dire non? Et c'est différent que tout le monde. Parfois, on pense que quelqu'un va forcément dire oui pour quelque chose. Et que du coup, nous, on se dit, puisque tout le monde dit oui à ce truc-là, moi aussi, je vais dire oui. Non, le consentement est propre à chacun. Il est unique. On a le droit de dire non à quelque chose alors que la majorité dit oui. M, on arrive à la fin de ce podcast. Souhaites-tu rajouter autre chose? Moi, j'aimerais finir en disant que chaque handicap a ses propres besoins d'adaptation, ses propres limites. Ce qui nous ferait du bien, c'est qu'il y ait de la curiosité saine. La curiosité saine, c'est « Oh, je ne connais pas ton handicap, est-ce que tu as des ressources sur lesquelles je pourrais me renseigner ?»
comment est-ce que je peux t'aider si par exemple on est dans une situation très particulière où on voit qu'une personne Andy galère dans une activité, est-ce que je peux t'aider? Si oui, comment? Voilà, c'est de la curiosité saine. Ça, j'aimerais vraiment que ce soit la curiosité majoritaire. Parce qu'aujourd'hui, la curiosité majoritaire, c'est pas la curiosité saine. La curiosité saine, c'est la curiosité intrusive. Moi, la question que je me suis prise toute mon enfance, c'était comment tu prends ta douche? Ma réponse préférée, c'est avec du savon. Voilà. Je veux dire, j'ai pas besoin d'aide pour prendre ma douche, et même si j'avais besoin d'aide, je pense que c'est pas toi que j'appellerais. Donc, la seule personne qui a besoin de savoir comment je prends ma douche, c'est la personne qui a besoin de m'aider au cas où j'ai besoin d'aide pour prendre ma douche. C'est tout. Je veux dire, les gens vont s'en remettre s'ils savent pas comment quelqu'un d'Andy prenne leur douche. Ça devrait aller. Par contre, en effet, si y a besoin d'aide et que on est dans un moment d'intimité où la personne a besoin de prendre une douche et dit voilà, j'ai envie de prendre une douche, mais là j'ai du mal, est-ce que tu peux m'aider? Là oui. Comment est-ce que tu prends ta douche? Ok, mais sinon, cette question ne sert absolument à rien, à part, encore une fois, de la curiosité malsaine, intrusive et inutile. Voilà, je veux dégager cette curiosité-là et apporter de la curiosité saine. Quelles sont les ressources que tu pourrais partager pour approfondir le sujet? Dans ton compte est déjà une ressource extrêmement riche en informations, avec tout ce que tu peux y apporter, tout ce que tu peux y partager. Mais est-ce que tu as d'autres comptes que tu souhaites nous partager? Alors, j'en ai peut-être 5 ou 6 qui me viennent en tête, si je peux les dire tous. Autour de la psychophobie, il y a évidemment Paye ta psychophobie, que j'adore, qui est un compte fabuleux avec énormément de témoignages, énormément de ressources, voilà, on peut poser énormément de questions, on sait qu'on aura toute une communauté pour y répondre. J'adore ce compte et faut savoir que c'est l'un des comptes qui est le plus suivi autour du handicap. Et ça aussi, je veux le dire, s'il vous plaît, suivez plus de comptes qui parlent de handicap parce que le compte Paye ta psychophobie est à, il me semble, 10 000 abonnés, quelque chose comme ça. Mais ça ne va jamais aussi loin que des gros comptes féministes qui atteignent des 200 000, 300 000 abonnés. Nous, on manque de visibilité. Donc, Paye ta psychophobie est un compte fabuleux pour la psychophobie. Raplapla et Porte-Voix, que j'adore, qui parle énormément d'inclusivité, notamment sur les médias, qui parle de théorie des cuillères, qui vraiment donne des sources d'informations hyper importantes. Il y a Cri du corps et Camille the Mermaid, qui n'hésite pas à dénoncer à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'hésite pas à remettre en cause tous les comportements qu'il y a dans cette société qu'il faut absolument dégager, notamment Camille the Mermaid qui est maman et qui s'est pris tellement de haine juste pour le fait qu'elle était maman et qui parle aussi du coup de l'inclusion à l'école en tant que mère. Andy. Voilà, il y a beaucoup d'angles de vue qui sont différents dans ces comptes et que j'adore. Le validisme C, qui, pareil, est un compte qui donne de très bonnes informations, qui sont de très bonnes ressources. Et ce que j'aime beaucoup dans tous les comptes que je viens de citer, c'est qu'il y a des moments où on n'hésite pas à gueuler. Quand il y a des choses qui ne vont pas, on les dénonce haut et fort. Nous n'allons plus nous taire. Et à l'inverse, il y a des moments où on partage énormément de douceur pour dire, voilà, aujourd'hui, j'ai fait ce truc-là, je suis hyper contente. Aujourd'hui est une journée, par exemple, c'est la journée de visibilité pour les maladies psy. Aujourd'hui, j'ai envie de partager une activité que j'ai faite. Aujourd'hui, j'ai envie de partager une photo que j'aime énormément. Les moments de douceur sont très importants. Et j'aime bien quand il y a des moments où voilà, je propose de parler d'un truc à un moment donné, voilà, j'étais pas hyper bien, j'ai proposé dans une boîte à questions de partager un moment drôle où on a tous eu un petit peu honte et j'ai eu beaucoup de réponses de moments, voilà, il y a quelqu'un qui s'est cassé la tronche mais qui s'est pas fait mal et il y a eu des gens pour l'aider et puis après c'est juste un moment où finalement on en rigole et tout se passe bien. Et quand on partage tous ensemble ces moments-là, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Et je trouve ça hyper important d'aussi partager ces moments-là. Merci pour tout, M. Merci pour ce témoignage d'utilité publique.
Merci pour tout ce que tu fais et merci de nous avoir écoutés. Merci aussi à vous de nous avoir écoutés et d'être aussi disposés à pouvoir entendre aussi ce genre de sujet tout aussi important que les autres. Merci encore une fois, à très bientôt. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à me soutenir et repartager mon travail. Je vous invite à découvrir les nombreuses thématiques que j'aborde sur l'intimité, les relations, les pratiques sexuelles en tout genre, à travers des témoignages uniques et surtout sans tabou. Ces podcasts sont disponibles sur votre plateforme de streaming préférée en cherchant Sin Eden Sublime. Avez-vous déjà envisagé une sexothérapie ? Vous vous interrogez peut-être sur votre intimité, vous rencontrez un problème avec votre sexualité seule ou en couple, vous êtes au bon endroit. En tant que sexothérapeute, j'accompagne toutes les personnes désireuses d'avancer vers le mieux-être. Rendez-vous sur sinedensublime.com pour prendre rendez-vous.